Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui peut paraître un peu technique, mais qui est en fait le moteur de toute la machine judiciaire, les règles de la preuve en droit. On commence avec l'adage le plus important du monde juridique, une phrase qu'il faut absolument retenir. Pas de preuve, pas de droit. Sans preuve, un droit, même s'il existe, reste lettre morte. C'est vraiment le point de départ de tout. Forcément, la question qui vient tout de suite après, c'est comment on fait concrètement ? Qu'est-ce qui est considéré comme une preuve valable par un juge et comment faut-il la présenter pour qu'elle soit acceptée ? Bon, alors pour comprendre ça, il faut commencer par le commencement. Tout part de la nature de ce qu'on cherche à prouver. Le droit, en fait, met les choses dans deux grandes boîtes. Et voici ces deux boîtes. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'acte juridique. Là, c'est simple, c'est quand on a voulu les conséquences. Par exemple, signer un contrat. Et de l'autre côté, il y a le fait juridique, un événement, voulu ou non, mais dont les conséquences, elles, n'étaient pas prévues. C'est vraiment la première distinction à faire, parce que tout le système de la preuve va dépendre de ça. Pour que ce soit bien clair, regardons quelques exemples. Dans les actes juridiques, on a le mariage, un contrat de vente, des actions volontaires réfléchies. Côté fait juridique, c'est plutôt un accident de voiture, une morsure de chien, des choses qu'on subit. Et cette distinction, elle est capitale. Pourquoi ? Parce que la manière de prouver un contrat qu'on a signé tranquillement dans un bureau n'est pas la même que celle de prouver un accident soudain au milieu de la rue. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons voir de quels outils on dispose. C'est un peu comme une boîte à outils du droit, avec différents instruments plus ou moins puissants. C'est ce qu'on appelle leur force probante. L'écrit, c'est un peu la reine des preuves. Mais attention, tous les écrits ne se valent pas. Tout en haut, il y a l'acte authentique, quasi inattaquable. Pourquoi ? Parce qu'un officier public, comme un notaire, a tout vérifié. Juste en dessous, l'acte sous signature privée, c'est-à-dire un contrat entre deux personnes. C'est solide, mais ça peut se contester. Et puis, il y a l'écrit électronique, dont la force est beaucoup plus variable, parce que c'est parfois plus compliqué de garantir qui l'a écrit et s'il n'a pas été modifié. Bien sûr, tout ne repose pas sur le papier. Il existe d'autres modes de preuve qui sont tout aussi importants. Le témoignage de quelqu'un qui a vu quelque chose, l'aveu d'une personne qui reconnaît les faits, ou encore une expertise quand on a besoin d'un avis technique ou scientifique pour éclairer le tribunal. Mais voilà, le point important, c'est que ces autres preuves sont considérées comme moins fortes. Tout simplement parce que leur fiabilité peut être mise en doute. Un témoin peut se tromper, il peut avoir mal vu, il peut même mentir. Un aveu peut avoir été fait sous la pression. C'est moins solide qu'un document signé. D'accord, on a donc tout cet arsenal de preuves à notre disposition. Mais la question suivante est logique. Qui doit les apporter devant le juge ? Sur qui pèse cette responsabilité ? Le principe de base, il est assez simple et plein de bon sens. C'est à celui qui affirme quelque chose de le prouver. C'est ce qu'on appelle la charge de la preuve. Si on va en justice pour réclamer quelque chose, c'est à nous de fournir les preuves qui soutiennent notre demande. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a des situations où la loi elle-même décide de changer les règles du jeu et d'inverser cette charge. Et comment fait-elle ? Grâce à un outil juridique très puissant, la présomption. En gros, c'est un raccourci. La loi dit, à partir d'un fait qui est connu et prouvé, on va en déduire un autre fait qui, lui, n'a pas besoin d'être prouvé. Par exemple, la loi présume que l'enfant d'un couple marié a pour père le mari. C'est ce qu'on appelle une présomption de paternité. Pas besoin de test ADN au départ, la loi présume. Attention, il y a présomption et présomption. D'un côté, il y a la présomption simple, on peut la combattre, apporter la preuve du contraire. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr la présomption d'innocence. Et de l'autre côté, il y a la présomption irréfragable. Et là, c'est une autre histoire. C'est une vérité absolue pour la loi, impossible de la contester, aucune preuve contraire n'est admise. C'est une véritable forteresse. Pour finir, il faut voir que ces règles ne s'appliquent pas de la même manière partout. Selon qu'on est en droit civil ou en droit pénal, le paysage change complètement. Et c'est une différence fondamentale. En droit civil, ce qui compte, c'est la stabilité des relations entre les gens. Les règles de la preuve sont donc très strictes pour éviter les conflits. Mais en droit pénal, l'enjeu, c'est la liberté d'un individu. L'objectif numéro 1, c'est de découvrir la vérité. Du coup, la loi est beaucoup plus souple. Tous les moyens de preuve sont bons à prendre. Cette liberté de la preuve en matière pénale nous amène à une notion absolument centrale, l'intime conviction du juge. C'est-à-dire que le juge ne va pas juste cocher des cases. Il doit se forger sa propre opinion, sa propre certitude, en se basant sur tout ce qui a été présenté. C'est à ce moment-là que le jugement devient profondément humain. Tout cela nous amène à une dernière question. La justice
Finalement, est-ce que c'est une science exacte? Entre des règles de preuve parfois très rigides et la conviction personnelle d'un juge, on voit bien que la vérité judiciaire est quelque chose de complexe. C'est un équilibre permanent et souvent fragile entre la rigueur de la loi et le jugement humain. Vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.